Fabien, tu es coach de vie, créateur de l'École de l'énergie, formateur, auteur et conférencier. Ton parcours est riche d'enseignements, car si aujourd'hui ta vie ressemble un peu à un conte de fées, elle t'a mis à l'épreuve très jeune à cause de problèmes de santé récurrents. Et ce sont ces problèmes qui t'ont poussé à rechercher leur cause, car la médecine occidentale avait des limites. Tu as cherché dans les savoirs ancestraux, que sont la médecine chinoise et la méditation, dans les techniques plus récentes de modification d'état de conscience, mais aussi dans l'alimentation par exemple. Au-delà de cette quête de retour à la santé, c'est tout ton être qui a muté et ta vie s'est totalement transformée. Dans cet entretien, tu vas nous raconter ton parcours et nous partager ce que tu as découvert et compris sur la nature de l'être humain et son accès à un épanouissement global. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ton enfance. Tu avais des problèmes de santé récurrents jusqu'à ce poumon crevé. Peux-tu nous raconter cette période difficile ? Quel enfant étais-tu ? Alors déjà, merci pour cette présentation. L'enfant que j'étais, écoute, j'étais un enfant un peu comme tout le monde, dans une famille comme tout le monde, rien de particulier. Mais très rapidement, effectivement, ma santé s'est dégradée. Déjà des problèmes de croissance qui faisaient que les cartilages divers et variés ne se formaient pas très bien, donc je ne pouvais plus sauter ou courir correctement. Et puis petit à petit des allergies, donc j'ai eu la chance d'avoir des piqûres de désensibilisation et de cortisone toutes les semaines pendant quelques années. Donc ça c'était tu vois, une manière de rentrer dans la vie en se disant bon, ça c'est quand même pas très agréable. À partir de quel âge ? Je me rappelle pas exactement, mais je dirais 8-9 ans, ça commençait à partir de là. Et après c'est toute l'adolescence où en plus de ça il y a eu beaucoup de problèmes de dos. Je me faisais des torticolis, je me bloquais tout le temps, le bas du dos, le haut du dos, enfin quoi que je faisais, je me bloquais le dos. Donc très rapidement, en plus j'ai aussi eu beaucoup d'accidents qui n'étaient pas dus au hasard, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, tous ces accidents faisaient que j'arrivais jamais à avoir une vie physique avec l'école, etc. C'est-à-dire que j'avais du mal à assumer dans la période d'adolescence où je voulais grandir, être beau et fort et être aimé, j'avais du mal avec ça. Donc j'ai accumulé un peu tout ça, j'avais des problèmes de peau qui ont été réglés très rapidement quand j'ai compris comment, mais qui faisaient que j'avais des gros traitements pour la peau, j'avais des sinusites chroniques et des bronchites chroniques, donc des problèmes ORL accumulés aussi. J'en passe des meilleurs, puis ça s'est amplifié jusqu'à après, enfin ça c'était l'adolescence on va dire, jeune adulte, ça s'est amplifié jusqu'à effectivement un poumon qui se crève, jusqu'à des problèmes assez graves aux intestins, etc. Et donc toute une série plus des accidents qui à chaque fois jalonnaient le parcours, toute une série de moments où je me disais je suis mal foutu, donc j'ai vraiment pensé ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je cesse de penser ça et que j'envoie un autre message à mon cerveau. Mais justement, j'ai eu très tôt cette envie de me dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et en même temps, je regardais le monde d'un œil en me disant « Pourquoi les gens vivent comme ça, font ça ?» J'étais mal incarné dans le monde. J'avais du mal à saisir ce qui se passait. Et donc j'étais dans mon intériorité à en souffrir un peu, mais avec le sourire, à garder le sourire parce que c'était un peu comme ça qu'on m'avait élevé. Je faisais pas trop de bruit et je faisais les choses bien. Et donc j'étais malade, mais je gardais le sourire. Sauf qu'en vrai, à l'intérieur, ça se passait pas très bien. Et voilà, c'est ce qui m'a par chance poussé et permis de m'intéresser à la santé. Parce que pour moi, c'est une chance. Et grâce à ça, j'ai mûri, grâce à de nombreux séjours dans les hôpitaux, grâce à tous ces moments où tu es bloqué, où tu te remets en question, où tu ne peux pas aller à l'école. C'est des moments où il y a une introspection qui se crée et ça m'a permis justement de commencer à explorer des choses, à m'intéresser à d'autres choses, à une autre manière de voir la vie que celle qu'on me proposait dans mon environnement proche. Qu'est-ce qui fait... Ça a duré combien de temps, cette longue période de calvaire, on va dire, de santé, où les problèmes s'accumulent, divers et variés ? Alors, déjà, je ne dirais pas que je l'ai vécu comme un calvaire parce que c'était ma normalité. C'est-à-dire que moi, quand je découvre qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu d'accident et qui n'ont jamais eu tous ces problèmes de santé,
Après, je me disais, ah ouais, ça existe, de ne jamais avoir d'accident, de ne jamais... Pour moi, c'était mon quotidien. Le calvaire, il était intérieur avec mes propres émotions sur ma vision de qui j'étais par rapport au monde, ou le monde, comment il était avec moi, et ma victimisation et tout ça. Ça, c'était un calvaire. Mais l'aspect santé, j'avais l'impression que c'était normal, que c'était ça. Et ça, en fait, ça s'est amplifié avec le temps. Et alors... Après, quand on dit ça a duré combien de temps, le truc c'est qu'à partir de 13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Enfin, il y a un premier livre qui m'a ouvert la voie, puis d'autres, puis après je me suis intéressé à l'auto-hypnose, puis après je m'enregistrais des cassettes d'auto-hypnose, j'avais 15 ans, et je commençais à changer des choses. Pour autant, ma santé ne s'améliorait pas tout de suite, mais à partir de 20 ans, dès que j'ai eu les moyens de me payer des écoles de sophro, d'hypnose, etc., j'ai commencé à aussi améliorer ma santé. Mais c'est pareil, pour autant, c'était... disons que je commençais à la comprendre, à me réemparer de tout ça, mais ma santé ne s'améliorait pas encore parfaitement. Donc ça allait jusqu'à des problèmes un peu plus graves. Et je pense qu'il y a eu un basculement où, à force que ma santé diminuait, et au bout d'un moment, à force de me comprendre, changer des choses, on va dire que vers 25 ans, elle a commencé à augmenter en créant d'autres symptômes, mais en se libérant jusqu'à ce que j'en ai plus du tout et que je sois en parfaite santé et que je me sente en bien meilleure santé à 40 ans qu'à 20 ans, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, assez jeune en fait, tu as pris la décision de toi-même prendre ta santé en charge? Parce que ce n'est pas du tout les messages qui sont véhiculés aujourd'hui. On va voir un médecin, le médecin nous donne un traitement et basta. Toi, il y a un moment, tu as eu cette quête personnelle. Qu'est-ce qui a fait ça? Il y a plusieurs événements, hein. J'ai vu quelqu'un se suicider, donc déjà ça a été un événement. J'ai un autre événement qui a été un livre, L'Alchimiste, qui m'a ouvert les portes parce que j'étais bloqué, je ne pouvais pas marcher, rien faire, mes parents n'étaient pas là, donc j'ai pris un livre qui était là, c'était L'Alchimiste, j'ai lu toute la journée et ça a switché dans mon esprit. Je me suis dit, ah, peut-être que je suis responsable de ma vie et je ne suis pas une victime. C'est ça que tu comprends dans ce livre? Ouais, c'est ce que ce livre m'a dit. Ce livre m'a dit, tu étais assis sur le trésor depuis le début, parce que c'est ça toute la quête de l'alchimiste. Et finalement, tu as une légende personnelle, tu as des choses à vivre. Et ça m'a ramené en fait un soupçon de responsabilité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je croyais que j'étais une victime de tout, que j'étais mal foutu, que j'avais pas de chance et que le monde était horrible. Voilà. Et même si je me sentais aimé, alors comme on peut l'être de manière toujours imparfaite par ses parents, mais je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas au bon endroit. Et cette souffrance-là, elle était dans un cercle vicieux de victimisation. Ce livre-là, il m'a amené à ça. Cette personne qui s'est suicidée aussi, ça m'a ouvert l'esprit sur je ne veux pas en arriver là, à ce moment-là. Parce que voilà, j'avais 13 ans quand même. Et pour la petite histoire, bon, c'est pas très glorieux, mais il a sauté, et il m'est tombé juste devant, et il a failli m'écraser. Donc ça m'a forcément choqué et ramené à qu'est-ce que c'est la vie, comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent en arriver là. Pour moi, à 13 ans, je ne comprenais pas, même si j'étais déjà en souffrance, je ne comprenais pas. Et en même temps, ça m'interpellait. Et puis après, c'est mes lectures, c'est-à-dire qu'à partir de l'Alchimiste, je me suis dit je veux lire que des livres comme ça. On m'a prêté un livre sur l'histoire de Bouddha. Wow, pareil, toute sa quête, sa quête de connaissance de soi était fantastique pour moi. Enfin, c'était voilà. Et donc c'est des petites choses comme ça qui se sont accumulées avec le temps. Et puis la maladie, et puis les propos des médecins, et puis les choses aussi qui ont changé très rapidement, parce que ce qui s'est passé notamment. À 16 ans, je suis allé voir un ostéopathe. C'est la première fois que j'en voyais un. C'était pas encore très à la mode comme aujourd'hui. J'avais des problèmes de peau et d'acné. Bon, je venais pour le dos. Et voyant mes problèmes de peau et ORL, il me dit bah tiens, peut-être que tu manges trop de sucre et trop de laitage. Essaye pendant un mois, t'arrêtes tout, et puis tu vois si tu as des changements. Ah bon, d'accord. Et puis moi, j'étais assez perfectionniste. Je me dis bon je le fais, alors que je mangeais du lait, du fromage à fond, les cornflakes le matin et compagnie. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement j'ai complètement guéri mes problèmes de peau et mes sinusites chroniques, etc. juste en arrêtant ça.
Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je prends des traitements, j'avais le Roaccutane, c'est un médicament qui abîmait par ailleurs, qui créait plein d'autres effets secondaires. Je voyais des médecins, il se passait plein de choses depuis des années. Et j'ai pas compris que jamais un médecin m'a dit, il faut juste arrêter le lait et le fromage. Enfin, je me suis dit, c'est pas croyable que c'est un ostéopathe au détour qui me dise ça et que ça change ma vie, alors que moi j'en souffrais quand même. Et ces sinusites chroniques et tout, fini. Donc ça m'a ouvert à la santé, ça m'a ouvert à, ok, la médecine est peut-être géniale parce qu'elle m'a déjà réparé, sauvé la vie, etc. pour plein de domaines. Par contre, il y a un angle mort, quoi. Elle n'a pas été capable de me dire ça, elle me vend des médicaments. C'est quoi ce délire? Je me suis vraiment dit à ce moment-là qu'il fallait que j'explore ça. Donc, la porte d'entrée, c'était l'alimentation. Donc j'ai commencé... Ma mère, par hasard, avait un livre de Rick Azaray, c'était le truc de l'époque. Enfin, voilà. Mais il y avait des bouquins comme ça qui commençaient à me questionner sur simplement manger plus naturel. Et puis moi, je me disais, bah oui, bien sûr, il faut que... En fait, on est des animaux, on est construit avec de la chimie de la nature. Comment ça se fait que si on met de la chimie qui n'est pas celle qui est naturelle, enfin, évidemment qu'on va créer des problèmes de santé. Donc petit à petit, ça me paraissait normal tout ça, et j'ai avancé entre un peu beaucoup la spiritualité, parce que je suis parti à fond dans le bouddhisme aussi à ce moment-là, la santé naturelle avec l'alimentation. Voilà, ça m'a fait commencer à imaginer d'autres choses. Ensuite, un livre d'hypnose, je m'auto-hypnose. Ah bah tiens, je m'endors, je me réveille, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je m'étais auto-hypnotisé avec cette cassette. Et voilà, après j'avais envie, j'étais à fond. Oui, c'est un peu la boîte de Pandore en fait. C'est ça. Tu ouvres. Alors, un moment, c'est beaucoup de solitude parce que personne dans mon entourage était comme ça et que je découvrais petit à petit qu'il fallait que j'achète mon livre moi-même et trouver quelque chose. Mais j'étais, petit à petit passionné par tout ça, puis ça ne m'a jamais quitté. Tu as eu un moment, ce que tu expliques, une hernie discale. Ouais. Est-ce que tu as vu une correspondance un peu symbolique entre certains mots du corps et des mots de l'âme, on va dire? Oui, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que j'en parle rarement et j'avais un peu zappé ça, mais en fait, on m'a dit qu'il fallait qu'on m'opère, qu'ensuite je porte un corset pendant 1 an. Et je ne sais plus quel âge j'avais, mais je crois que c'était 17-18 ans. C'était aux alentours du bac. Je ne sais plus si c'était l'année d'avant ou l'année d'après. Et je m'étais dit, là, j'avais tout sauf envie d'avoir un corset pendant 1 an. Et à l'époque, je suis allé voir un médium. Et c'est vrai que c'était pas dans mon habitude, ni maintenant, d'aller consulter des médiums. Mais il m'avait parlé que j'aimais pas vivre et que mon âme, en fait, en se réincarnant, elle comprenait pas ce qu'elle foutait là et que du coup, c'était ça mon problème de dos. Et en fait, ça m'avait énormément marqué parce que je m'étais dit, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire que je sais pas si effectivement il y a une question d'âme ou je sais pas quoi, mais oui, en fait, je me sens pas, j'aime pas vivre, je sais pas ce que je fous là. Et bien que par ailleurs, j'avais d'autres qualités, j'avais des amis, j'avais de l'amour, enfin, c'était pas non plus la vie horrible, mais j'étais, moi, dans mes filtres, dans mon monde, je me sentais pas vraiment bien incarné sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais plein d'accidents. Je me suis cassé le coccyx simplement parce que je marchais et que je regardais pas devant moi et que je suis tombé dans un trou. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et chaque fois que j'avais un stress, à un moment donné, je devais partir en colo, je me suis cassé le bras juste avant, comme ça m'a évité de partir en colo. Enfin, j'ai fait que des trucs comme ça à chaque fois. Donc c'était pas des accidents, c'est ce que tu disais au début? Oui. C'est-à-dire que inconsciemment tu les provoquais, tu penses? Bien sûr. Mais alors d'après moi, on provoque tout et on crée tout. Donc effectivement, c'était mes premières observations. C'est-à-dire que petit à petit, par exemple, j'étais tombé sur un livre sur la signification des maladies et toutes les entorses que je m'étais faites de partout, les accidents. Je regardais et j'essayais de voir et je me disais, ouais, alors ça parlait à mon mental, c'était encore pas intégré. Mais je me disais, ouais, il a peut-être pas tort, c'est vrai qu'en moi, il se passe ça quand même. Et après, je m'en rendais compte pendant l'action, pendant l'accident, que ce soit en voiture, en courant ou peu importe. Je me rendais compte précisément ce à quoi je pensais au moment où j'ai eu l'accident. Et là, je me disais, mais oui, je pensais quelle direction je dois prendre. Et à ce moment-là, je dérape et je vais tout droit.
Et précisément, je pensais ça dans ma vie émotionnelle, c'est-à-dire quelle direction je dois prendre entre tel métier, tel métier. J'étais passionné par la musique et par la psychologie, etc., par exemple. Je me rappelle très bien un moment où je me suis fait une entorse. J'étais tout seul en forêt, je courais, et en même temps, je me dis, est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou est-ce qu'il faut que j'aille à droite? Mais ce que j'étais en train de penser pendant que je courais, c'était précisément, bon, je dois faire plutôt de la musique ou de la psychologie, qu'est-ce que je dois faire? Et de voir qu'à ce moment-là, en fait, je me fais une entorse de cheville, je suis tout seul dans la forêt, ça me renvoie à ma solitude, je ne peux plus marcher, mais il faut que je rentre quand même. Et que précisément je pensais ça, je me suis dit, mais oui, en fait, mes tensions, je les passe directement. Si je suis conscient de ce que je dis, de ce que je pense, je crée mon monde. Et en fait, je ne suis pas une victime, je peux changer ça. Et j'avais tendance à être tout le temps une victime, à me considérer comme pas chanceux, et du coup à avoir peur, parce que j'étais élevé aussi dans cette peur, sans cesse. Et donc, voilà, j'avais peur de tout, et je créais tout ce dont j'avais peur. C'était quoi un peu le contexte psychologique dans lequel tu as grandi? Tu dis, j'ai été élevé dans la peur, parce que ça joue énormément, bien sûr. En fait, j'ai une petite pensée pour ma maman qui n'est plus de ce monde, mais qui était une maman très aimante, qui me couvait, d'accord? Donc j'avais l'impression d'être aimé, mais c'était trop. Et donc qui m'empêchait de faire des choses parce que par peur, et surtout parce qu'elle avait perdu son grand frère quand elle avait 5 ans, un grand frère de 8 ans qui s'est fait renverser par un camion. Et on lui a dit qu'il allait revenir, donc elle avait ce traumatisme toujours de « je crois que mon frère va revenir ». Et elle avait cette peur-là, c'est-à-dire quoi que je fasse, ah, fais pas ça, et puis habille-toi, et puis fais ci, et puis fais ça. Et donc moi je ne fais rien, je suis sage, et j'ai peur en fait. C'est-à-dire même si je me sentais pas de cette dynamique-là, je me sentais pas que mon être c'était ça. Je sentais que j'avais d'autres choses à vivre, j'avais d'autres espoirs, mais moi, j'étais bien élevé comme un petit chien qui ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est elle t'aimait énormément, oui. mais elle t'a transmis sans le vouloir Exactement. ses propres peurs. Exactement. En fait. Donc je ne peux pas lui reprocher, c'était ses blessures. Et ces blessures, je les prenais. Moi, j'adorais ma mère et donc j'étais dans cette fusion avec ma mère. Et cette fusion d'elle avec moi et ses peurs, je prenais ses peurs et son stress. Et donc, je faisais tout parfaitement. Et il m'est arrivé de réécouter les cassettes que je m'étais enregistrées donc, très tôt. Mes premières cassettes, c'était à l'âge de 12 ans. Mes hypnoses, c'était à 15 ans, mais les trucs où je racontais ma vie, c'était à 12 ans. Et quand je réécoute ça, j'hallucine. C'est à quel point c'est un autre monde, c'est un autre Fabien. Il était parfait, je ne le suis plus, et je vais bien mieux comme ça. Voilà. Donc, en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte que tu es, entre guillemets, responsable de ta vie. Ouais. Donc, tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie, découvrir de plus en plus de choses. Et plus tu avances dans ta quête, plus tu découvres comment fonctionne l'être humain, on va dire. Et tu as créé une métaphore qui est très intéressante pour décrire l'être humain, et que j'aimerais te questionner là-dessus, qui est celle de la calèche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, je ne l'ai pas créée, je l'ai retrouvée. C'est les soufis qui utilisent cette métaphore et on peut la retrouver. Moi, c'est juste que je m'en suis... quand je l'ai découverte, ça m'a tellement parlé que je l'ai poussée dans ses moindres détails, dans la conscience de mon être. C'est juste le fait qu'on peut imaginer notre expérience sur Terre comme l'expérience d'une calèche, la calèche représentant le corps physique, les chevaux représentant les émotions. Avec la médecine chinoise, on pourrait dire avec le yin, le yang, donc un cheval noir, un cheval blanc, un cheval noir qui fuit quelque chose, qui a peur de quelque chose, un cheval blanc qui va vers quelque chose, donc les peurs et les désirs. Et puis un cocher, que moi j'imagine plus comme un fou, le fou du roi avec des carreaux noirs et blancs de partout, et qui représente le mental, et qui lui essaye de nous emmener au bon endroit, de maîtriser la calèche, etc., en fonction de ce qu'il a appris, de ce qu'il croit être bon, de ses jugements. Donc c'est les pensées, c'est le monde des pensées. Et puis, évidemment, en fait, dans la calèche, il y a autre chose. Il y a le visiteur, le passager, qui dit on va aller là-bas, qui a une intention. Et cette métaphore, je l'ai trouvée très parlante parce que j'ai connecté directement. Je me suis dit, mais oui,
j'ai cette sensation-là de présence, d'être dans ce corps, de me demander ce que je fous là, d'être dans cette terre, de me demander ce que je fous là, d'essayer de comprendre avec mes pensées. Mais en fait, avant tout, je suis le passager, le visiteur. Il est peut-être invisible, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça le divin, on peut appeler ça n'importe quoi. Le spirituel, ou l'être avec un grand E. Peu importe, cette conscience-là, je l'avais. J'avais des moments dans ma vie où je m'étais rendu compte que j'étais présent, que j'étais en train de vivre. Mes premiers souvenirs de ma vie, c'est ces moments-là, en fait, où je me dis, mais la conscience, simplement, de vivre, d'être, ça, c'est ça qui doit décider. Et en fait, après, je me dis, bah non, je suis en train de lutter avec ce qu'on m'a dit, le jugement, le regard des autres, donc tout ce que j'apprends pour faire comme on m'a dit, et puis les peurs, les désirs, donc tellement pris par le cheval noir qui tire pour fuir ça, puis tellement pris aussi par le désir qui essaye d'aller là, et puis les réflexes de mon corps qui a mangé des trucs qui sont pas bons pour lui et qui veut encore les manger, parce qu'il est habitué. Donc en fait, je me rendais compte que j'avais des réflexes de ma calèche, des réflexes de mes chevaux, des réflexes de mon cocher, mais que moi, il y avait une part de moi là qui n'écoutait pas, une petite voix au fond de la calèche qui disait « Eh oh, eh oh, tu m'entends, je veux pas que tu vas vivre ça, je veux que tu fasses ça. » Sauf que j'étais complètement happé, comme on l'est tous, par la société, le monde, les modèles qu'on a, etc. Et donc j'ai mis du temps à me dégager évidemment de tout ça, et à trouver des méthodes pour pouvoir le faire et pouvoir reconnecter à ce que j'étais vraiment, jusqu'à ce que je me sente parfaitement aligné et que ça soit un jeu, c'est que maintenant je perçoive complètement le fait que ce qu'on voit là, c'est-à-dire le corps de Fabien, les émotions de Fabien qui peuvent transparaître dans la vidéo, les mots qu'il utilise et donc son apprentissage, sa manière de s'exprimer, ce à quoi il s'est formé, etc. Et donc les croyances qu'il peut avoir, tout ça, c'est une illusion. D'ailleurs, je l'ai pu expérimenter dans d'autres états de conscience modifiés, mais c'est une illusion. Et donc c'est un jeu en fait. Je suis venu là pour expérimenter ce Fabien. Moi, je suis pas ça. Et donc comme je suis pas ça, c'est plus important. Comme c'est plus important, il n'y a plus de tension. Et comme il n'y a plus de tension, je peux m'occuper de sa valeur, c'est-à-dire ça a énormément de valeur parce que grâce à mon corps physique, grâce à mes émotions, à mes pensées, donc grâce à ce personnage qui est créé là, je peux expérimenter de la vie, pardon. Donc ça a énormément de valeur, mais c'est un jeu, c'est pas important. Je dissocie vraiment la valeur de l'importance. L'importance, tout de suite, ça nous met en tension. Et dès qu'on met de la tension, rien n'est fluide, rien n'est facile. La pression, tout est plus compliqué. Donc à partir de là, j'ai commencé à finalement, et ça a été tout un cheminement dans ma vie, petit à petit enlever, pour moi j'ai cette image de, comme si j'avais un potentiomètre et une fréquence radio qui est beaucoup de séparation avec mon environnement. Donc moi je et les autres, le passé, le futur, etc. Et j'ai commencé en fait dans le chemin où je tourne la séparation, je diminue cette sensation de séparation. Et je me sens moins en moins séparé des autres, etc. parce que c'est une illusion et que juste j'expérimente la vie à travers ce personnage. Et là, d'un seul coup, ce personnage, eh bien, sa santé est revenue, sa vitalité est revenue, j'ai pu le valoriser, j'ai pu l'aimer. Non pas parce qu'il était important et que je voulais qu'il reçoive ou qu'il réussisse, non. Au contraire, juste parce qu'il a de la valeur en tant que tel, point barre, j'ai pas besoin de le demander aux autres. Donc apprendre à m'aimer, etc. et tout le cheminement qui a fait que aujourd'hui, je suis en pleine santé. Et pour moi, c'est la meilleure preuve que le chemin est fait. C'est-à-dire que à chaque étape de compréhension de moi, j'ai pu guérir certaines choses. Et donc ça montre, pour moi, c'est la santé finalement, c'est comme un curseur qui te dit là ça va pas. Donc pose-toi les bonnes questions, apprends à te connaître. Et bien sûr, il y a une santé invisible à force de prendre des médicaments pour la cacher et l'enfouir, et qui fait qu'un jour elle ressurgit avec une grosse maladie. Donc je ne parle pas de ça, la santé c'est tellement global, on ne va peut-être pas développer ça maintenant, mais tous ces moments, à chaque fois maintenant aujourd'hui, si j'ai un tout petit truc qui se passe dans ma santé, ça me parle de moi,
je le comprends, c'est réglé. Et j'ai plus jamais besoin de quoi que ce soit d'autre. Et c'est ça qui a tout changé. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans ton parcours, c'est qu'effectivement, quand on reprend l'image de la calèche, quand tu étais petit, finalement, le passager, tu ne l'écoutais pas trop et tu écoutais peut-être plus le cocher, enfin, voilà, le mental, les émotions, le corps. Et en fait, plus tu as réussi à te connecter à ton être intérieur, on va l'appeler comme ça, plus les choses se sont fluidifiées, alignées et ont été simples et presque magiques. Tu nous en parleras après. Comment on fait pour savoir d'où vient notre décision? Comment on fait pour savoir si ça vient de la tête, si ça vient du corps, si ça vient de l'émotion ou si ça vient de notre être intérieur? Eh ben, faut avoir un peu de connaissance sur tous ces aspects-là et surtout de l'observation, de l'attention. Un des premiers pièges, déjà parce que là on a parlé des émotions et des pensées, mais c'est quoi la différence? Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de différence, d'accord? Et donc pour moi, je l'ai vraiment ressenti et compris comme, ok, les pensées, c'est les mots et les visions que j'utilise dans mes pensées, d'accord? Donc j'ai des mots, donc quand je te parle, je choisis un mot, et puis ce mot, il sépare les choses du reste. C'est pour ça que je le choisis. Si je dis le mot arbre, je le sépare de son environnement, donc de ses racines, de la terre, des petits oiseaux qui sont dedans, etc. Donc tout ça, c'est le fameux curseur de séparation là, qui est tourné à fond, avec des mots, je sépare, je sépare, je sépare. Et j'ai des visions aussi dans mes pensées, c'est-à-dire que je vois certaines choses quand j'évoque quelque chose. Si tu me parles d'un homme grand et fort, je vais voir un homme grand et fort qui ne sera peut-être pas le même que le tien. Et c'est bien mes pensées qui ont choisi de construire ça, d'accord? Donc ça, c'est le monde des pensées. Le monde des émotions, c'est pas les mots. Alors, les mots peuvent, bien sûr, induire des émotions, mais c'est différent. Émotion, ça veut dire mouvement, d'accord? Et là, c'est tout un cheminement que j'ai fait. Alors déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre mes pensées qui avaient tendance à me suggérer, donc le cocher qui avait tendance à suggérer « ça c'est bien, il faut aller là, ça c'est pas bien, il faut pas aller là », par exemple, et qu'il y avait une grosse différence avec les chevaux qui disent « ça j'aime bien » et « ça j'aime pas ». Rien à voir. Et là, on peut tous se rendre compte dans notre vie qu'il y a des choses où on aime le faire, mais c'est pas bien de le faire. Notre cerveau nous dit c'est pas bien de le faire, mais les émotions, les chevaux, ils disent ouais, mais j'ai le désir de le faire quand même. Et des fois, c'est l'inverse. Je fuis, j'ai peur de le faire, mais et donc j'ai pas envie, mais mon mental, mon cocher me dit oui, mais il faudrait le faire quand même. D'accord? Et donc ça, ça nous permet déjà de comprendre que ces émotions, c'est effectivement des mouvements. Je fuis quelque chose ou je vais vers quelque chose. Donc c'est un mouvement de désir ou de fuite. Et ces mouvements-là, c'était tout le travail au sujet des énergies que j'ai pu faire après, de conscience des énergies. C'est le lien avec tout n'est qu'un mouvement. Est-ce que c'est une émotion, par exemple, de colère? C'est un mouvement qui monte à la tête, je deviens rouge, j'ai envie de la crier. Et ce mouvement, en plus, non seulement il monte, mais en plus, après, il ferme mon champ de vision et il dirige de manière très vectorielle, comme une flèche quelque part. Ce qui fait comme un bélier, quoi, ou un taureau qu'on verrait foncer quelque part, et il ne prend plus la conscience de son environnement. Et bien mon énergie, j'ai petit à petit perçu ça avec mes exercices de conscience, avec l'attention que j'avais, que finalement, ok, mes émotions, elles étaient guidées par ces mouvements-là, intérieurs. Et que moi, j'avais tendance à être abattu et parfait, c'était un mouvement descendant, donc je devais être bien faire mes devoirs, bien faire ceci, machin, donc j'étais plutôt poser mes limites de il faut être à l'heure, il faut être ci, il faut être ça. Mais justement, pour le coup, exprimer ma colère dont je parlais avant, me mettre en avant, y aller, exprimer ma voix, aller voir quelqu'un spontanément, le faire, etc. Non, ça, c'était pas moi. Moi, dans mon énergie, j'avais une émotion de il faut bien faire les choses. Mon mental guidait le il faut bien faire les choses, mais surtout j'avais peur de mal les faire, et donc j'étais dans ce mouvement descendant. Donc j'ai perçu petit à petit, et c'est ça qu'il faut, à mon sens, pour commencer à différencier, c'est donc la différence j'aime pas et c'est bien, c'est pas bien, c'est entre l'émotionnel et le mental, mais là-dedans, à l'intérieur de tout ça, il y a des mouvements, et on permet d'avoir une certaine conscience. J'ai des mouvements émotionnels, des désirs, des peurs, l'inconfort, le confort, aussi qui est physique aussi, c'est aussi le langage du corps.
Et tout ça, c'est de la dualité. C'est-à-dire que dans le plan physique, c'est le monde de la dualité, du chaud, du froid, du grand, du petit, du lourd, du léger, etc. De la nuit, etc. Bon. Le monde de l'émotionnel, c'est j'ai envie d'y aller ou je fuis, d'accord ? C'est le j'aime, j'aime pas, c'est une dualité. Le plaisir et la fuite. Et le monde du mental, c'est aussi la dualité. C'est le bien, le mal, le passé, le futur, etc. Et puis moi et l'autre surtout, la séparation entre moi et l'autre. Et l'autre plan, le dernier, celui du visiteur, c'est pas cette dualité. Il n'y a pas de cette dualité. Il y a comme une intime conviction. Un truc qui n'a pas de dualité, qui est que dans l'instant présent, qui ne te parle pas du futur, qui ne te parle pas de quand tu seras plus grand, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Non, ça c'est le mental qui essaye d'imaginer ce qu'il ressent et qui essaye d'y coller une image. Par contre, qui dit là, c'est ça le choix. C'est à ta juste place ou t'es pas à ta juste place. Voilà. En fait, c'est le passager qui est à l'intérieur de la calèche et qui dit là, tu es sur le chemin. Ah, là, tu n'y es pas. Ah, là, tu y es. C'est une vigilance qu'on doit s'appliquer un peu quand on prend des décisions, d'essayer de voir un peu d'où elles viennent. Est-ce qu'on est dans le jugement? Est-ce qu'on est juste dans un désir? Ou est-ce qu'il y a effectivement cette intime conviction qu'on a tous, qu'on sent un peu de temps en temps quand même? Il faut faire un peu attention. La plupart de nos grands choix de vie, ça a été, pour tout le monde, c'est des intimes convictions. Souvent, comme elles vont parfois à l'envers de ce que notre cerveau nous dit, de ce que notre cocher nous dit. Notre cocher il nous dit non, mais il ne faut pas faire ça. Ouais, mais je sens qu'il faut le faire quand même. Et puis l'émotionnel qui dit ouais, mais j'ai peur. Les chevaux ils disent ah non, t'es sûr qu'il faut vraiment aller là? Et puis ouais, ces choix qui sont irrationnels qu'on a tous fait dans notre vie, c'est l'intime conviction qui nous force, qui nous pousse. Et le problème, c'est que souvent, on s'en fait des maladies et des tensions parce que justement, on dit non, on tient bon et on peut tenir comme ça pendant des années en disant non, il faut maintenant. Même toute sa vie. Et toute sa vie, évidemment. Et ce qui se passe, d'ailleurs, dans ce monde qui est en train de changer, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui se disent, qui ont conscience de ça, qui se disent en fait, je suis pas à ma juste place. Et ce monde-là, ça me convient pas. Ces choix-là, ça me convient pas. Alors, ils savent pas comment faire, mais ils en ont conscience et ils ont envie de changer les choses. À quel moment? Parce que toi aujourd'hui, je disais ta vie magique entre guillemets, mais tu as déménagé récemment dans un endroit dont tu rêvais un peu, etc. Mais tout s'est fait par hasard et en même temps de manière très simple et très fluide et tout s'organise merveilleusement bien. Donc tu es bien connecté à toi-même, tu es bien aligné. À quel moment tu as eu le déclic? Comment ta vie s'est transformée quand tu as commencé à t'aligner comme ça? Est-ce que tu peux donner un exemple concret par exemple? Alors, déjà, il y a eu... c'est toujours difficile parce qu'on est obligé de choisir des moments plutôt que d'autres, alors que c'est toujours une succession de petits moments de conscience. Il y a des moments marquants, évidemment. Il y a eu un moment marquant, une expérience de conscience modifiée, qui fait que j'ai senti que je n'étais personne, que je n'étais plus, en fait, et que j'étais l'univers. Donc ce moment-là, spontané, en plus, sans drogue et sans quoi que ce soit, même sans méditation, spontané, à la suite d'un film, C'était quoi comme film, pardon? L'effet papillon. D'accord. Et l'effet papillon, tout le long du film, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Ça résonnait en fait en moi, ce sentiment de tout ça, c'est qu'une illusion. Tout ça, c'est qu'une illusion, c'est que dans notre cerveau. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a un problème au cerveau et ça l'envoie dans une autre dimension, vivre d'autres expériences et il fait des passages dans le temps, comme ça. Et moi, tout le long, j'étais dans cette conscience-là et quand je suis sorti, ça a switché. Je me suis levé du canapé, ça a switché, il y avait un ami et d'un seul coup, j'étais plus personne. J'étais passé de l'autre côté, j'avais compris que tout ça, c'était une illusion. Et en percevant que tout n'était qu'une illusion, alors déjà, j'avais plus de perception du moi, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à en parler, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Je ne pouvais pas en parler, parce qu'un mot sépare, et j'étais pas séparé, j'étais le tout. Donc de là, c'était compliqué à l'exprimer, mais ce que je me rappelle par contre, je me rappelle de tout, parce que c'est resté absolument conscient à vie. Ce qui a été très intéressant, c'était de percevoir que mon ami qui était là, et qui peut le témoigner aujourd'hui,
il me regardait. Donc j'ai eu la perception au bout d'un moment qu'il me regardait dans ma direction et qu'il percevait que j'étais quelqu'un, il me séparait du tout. Et donc je percevais son intention où il me séparait. Et donc petit à petit, je suis revenu dans mes cellules finalement et j'ai repris conscience que j'étais quelqu'un parce qu'il avait cette conscience que j'étais quelqu'un. Sauf que c'était pas pleinement, j'ai pris la voiture, et je me rappelle de chaque seconde, de tout mon environnement, j'avais l'impression de voir à 360 degrés et de tout percevoir, et jusqu'au lendemain, bon, je vous passe tous les détails, tout ce qui s'est passé ensuite. Donc ça, c'était un moment fondateur pour percevoir qu'effectivement, là, en fait, j'avais enlevé le curseur, le potentiomètre, là, je l'avais baissé à 0, la séparation, là, la radio, je l'avais mis sur 0. Alors que quand on est dans notre ego et dans toutes nos tensions de notre vie à lutter, on est à fond, on est à 100. Et là, j'ai juste passé à 0. Et puis petit à petit, pendant quelques jours, j'ai réaugmenté, je suis revenu à 100. Et ça, d'avoir perçu ça, c'était évident. Ok, en fait, c'est une illusion, cette construction. Donc maintenant, comment je fais? Alors quand je suis revenu à 100, bon, ça a pris plusieurs jours, mais au bout d'un moment, j'étais vraiment à 100. Donc c'était difficile de se souvenir de ce qui s'est... Enfin, je m'en souvenais, mais de retrouver l'état. Et ça, j'ai mis des années à finalement comment faire pour retrouver cet état-là, à le revivre. Mais ça m'a permis de mieux comprendre les bouquins que je lisais. Quand je sais pas, je prenais un moine bouddhiste qui parlait de ça, je pouvais comprendre. Alors qu'avant, je ne pouvais pas comprendre, c'était mental. Et donc, de pouvoir finalement me faire de me faire ma compréhension petit à petit, au-delà des cultures, au-delà de tous les mots qu'on peut y mettre. Dans le yoga, on met des mots sur ces états, ces trucs. Et moi, je voulais pas de ça, en fait. Moi, j'avais vécu l'expérience. Donc, je voulais pas une science, je voulais quelque chose de très simple. Pour moi, l'image de la calèche, c'est très simple, les points barres. De là, on peut... Et j'en suis sûr, parce que je l'avais eu avant ces expériences, j'en suis sûr que tout le monde a ces expériences. Pas celle-ci spécialement où le potentiomètre est à 0, mais des moments où on est conscient juste d'être, on existe, et finalement tout le reste, ça nous paraît comme une illusion où on se dit mais pourquoi je lutte là-dessus? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire en fait? Et finalement ça, c'est très simple. Tout le monde a cette perception-là. Tout le monde croit que l'être, que l'âme, etc., c'est un truc un peu compliqué à atteindre, mais en fait non, c'est là. Et donc, de ça, c'était un premier élément, mais après, vu que j'étais remonté à 100, j'avais encore la petite voix au fond de la calèche qui disait « Eh oh! Eh oh !» de temps en temps. Parce que ça m'est arrivé, j'avais 26 ans. Et après, j'ai pas tout de suite fait ce que je ressentais comme juste. Je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai mis du temps, j'ai encore lutté. Il y a des choses, ça a commencé à se fluidifier. J'ai commencé à me guérir sur pas mal d'aspects, ça a commencé à être mieux. Mais ça a mis du temps parce que j'étais engagé. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a une sorte d'inertie de notre personnage, où quand on revient dans le personnage, même si c'est une illusion, les gens, ils me voient comme ça, ils m'appellent comme ça, ils ont cette image-là de moi. Et finalement, c'est ce que j'avais perçu de ce copain qui me regardait en me séparant de mon environnement. En fait, on est soumis à ça tout le temps. Tout le temps. Les gens, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, ils nous séparent. Donc, soit ils ne nous connaissent pas, mais parce qu'on est un homme blanc habillé comme ci, comme ça, il a déjà une image de nous et il nous sépare de la totalité de ce que nous sommes. Mais si en plus on se connaît et qu'il y a une histoire et que je suis le petit frère ou je ne sais pas quoi, il y a encore plus de moules. Sauf que c'est pas pour nous placer en victime que je dis ça, parce qu'au contraire, c'est bien juste parce que j'y crois que je me reviens dans la séparation. C'est bien juste parce que moi je crois ça aussi, c'est-à-dire que lui certes, on vit dans ce monde-là qui nous sépare depuis la nuit des temps. Hein. Je pense qu'avant, il y a très longtemps, tout était sacré et petit à petit, le mental est intervenu et il s'est dit ça c'est plus sacré que ça c'est plus sacré que ça, cette pierre qui brille elle est plus sacrée que le reste. Petit à petit on est devenu de plus en plus mental et on a créé une société de la séparation
avec l'analyse, la science, etc. C'est ça, c'est l'esprit de je découpe tout en petits morceaux et je sépare tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui mon travail c'est de ramener à la globalité, à la systémique. Mais même si on baigne là-dedans, tout ça c'est notre responsabilité. Et aujourd'hui on a des techniques, on peut apprendre, on peut, le comprenant, si c'est simple, si c'est clair, on peut très rapidement le faire. Alors bien sûr, des fois on le fait avec des substances ou par exemple, je sais pas, l'ayahuasca ou des plantes comme ça qui vont nous faire tourner le bouton, alors peut-être pas jusqu'à 0, mais peut-être jusqu'à 50% et donc descendre la séparation. D'un seul coup, je suis moins séparé des autres, de mon environnement, j'ai moins de perception de qui je suis et je peux vivre d'autres expériences. Parfois on peut le faire au son du tambour, parfois on peut le faire avec la musique, parfois on peut le faire avec les sports extrêmes, parce que dans le sport extrême, si je pense, je meurs. Donc je suis obligé à un moment donné d'enlever la séparation et de faire qu'un avec mon environnement. Et c'est ce dont parlent les plus grands sportifs en parlant du flow dans lequel ils sont, cette sorte de transe dans laquelle il n'y a plus rien qui existe à part leur environnement. Donc en fait, tout le monde a trouvé des moyens comme ça. Moi, un des premiers moyens, c'était la musique, à vrai dire, et la transe du tambour. J'étais batteur, c'est ça qui me plaisait le plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des méditations au tambour, parce que j'ai cette affinité particulière. Mais voilà, il y a des moyens de redescendre. Bien sûr qu'on peut le faire juste en méditant dans le silence, et c'est le plus simple et le moins dangereux, peut-être d'ailleurs, parce que où qu'on soit, et que ce soit d'ailleurs en silence ou pas, par l'intérieur, il y a des chemins pour descendre cette séparation-là. Et je crois que l'essentiel, finalement, c'est de se le rappeler. C'est-à-dire qu'après, on a perdu la magie des rituels, mais à la base, c'était des choses qui servaient à faire ça. Et moi, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que le matin, j'ai un rituel direct qui est d'expulser, d'expirer mon personnage, ma to-do list, ma expression de tout ce que je dois faire ce matin, de qui je dois être, de ça. Je la souffle. Je replug. J'ai vraiment cette sensation-là, comme si on me repluguait voilà, l'âme dans la calèche. Et ok, maintenant, c'est elle qui décide. C'est plus mes pensées, c'est plus mes émotions, c'est plus mon corps. Et la vie est là. À partir de là, elle est alignée, elle est facile, elle est magique. Quand tu parles de magie, c'est ça. Je pense que quand tu utilises le mot magie, les gens peuvent s'imaginer tout plein de trucs avec leur filtre de qu'est-ce que ça veut dire une vie magique. Alors que pour moi, magique, c'est juste que c'est quand c'est tellement aligné que ce que tu penses, tu le réalises très rapidement. Parce qu'en fait, tu l'as choisi. C'est-à-dire que l'âme t'a écouté là où elle veut aller, t'as mis le mental à son service, l'émotionnel à son service, le corps à son service. Tout est là. Go. Donc ça se réalise. Donc ça se réalise. Il n'y a plus de lutte. Rapidement. Il n'y a plus de lutte. Voilà. Tu as créé une école qui s'appelle l'école de l'énergie. Donc justement, l'énergie, qu'est-ce que c'est pour toi? Et en plus, tu m'as expliqué que tu as un test sur le site internet pour évaluer son niveau d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'évalue? Est-ce que tu peux nous expliquer? Dans cette quête, alors là on a parlé des 4 plans du vécu, mais en fait à un moment donné je me suis questionné effectivement en entendant le mot énergie, où se plaçait l'énergie dans tout ça. Alors il y avait les apports de la physique quantique, il y avait les apports de la spiritualité, il y avait de différentes cultures, et parfois ça paraissait complètement perché et pas très pragmatique, pas très concret. Je me suis intéressé aux médecines énergétiques, j'ai rencontré des guérisseurs dans le monde entier et à chaque fois il y avait des bribes d'informations qui me venaient, qui me disaient qui me permettaient de faire le lien. Et aujourd'hui, c'est simple pour moi, c'est hyper concret, hyper pragmatique l'énergie. Il y a une définition scientifique de l'énergie qui me convient parfaitement. C'est une force en action qui induit une chaleur, un champ électromagnétique ou un mouvement. Et pour moi, c'est ça. C'est un mouvement. C'est une force en action qui induit un mouvement. Une émotion, c'est une énergie, elle induit un mouvement en moi. De fuite, on l'a dit tout à l'heure, donc on fait la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure. De fuite ou de désir vers quelque chose, d'accord ? Un mouvement de joie me fait sauter dans tous les sens, je rayonne. Un mouvement d'angoisse me ramène à moi et me ferme la cage thoracique, d'accord ? Donc en fait, c'est un mouvement, c'est-à-dire il y a une énergie qui a créé un mouvement à l'intérieur.
Une pensée, c'est pareil. Il suffit d'utiliser certains mots, et c'est le principe de l'hypnose, c'est le principe de la manipulation, c'est le principe de l'éducation, c'est le principe de la communication. Chaque fois qu'on utilise un mot, on induit un mouvement chez toi. D'accord ? Si d'un seul coup je t'insulte, ça ne va pas être la même chose que si d'un seul coup je te fais des compliments. Et si je te fais visualiser que tu es détendu sur une sable, sous un cocotier, d'un seul coup il va se passer des choses dans ton corps. Hein. Immédiatement, il va y avoir des différentes sécrétions hormonales, neurotransmetteurs, etc. Tout ça juste parce qu'il y a eu un mot, en fait, juste parce que j'utilise quelques mots. Et moi, je le vois tous les jours puisque je guide des gens avec mes mots. Et donc, dès que je leur fais faire une méditation, un rêve éveillé, une expérience quelle qu'elle soit intérieure, j'utilise des mots. Et j'ai envie de dire, j'aurais été pas là, vous auriez pu le faire. C'est juste parce que vous avez écouté mes mots que vous l'avez fait, que vous avez ressenti tout ça. Quand les méditations sur YouTube où les gens disent « Ah, j'ai ressenti ça, etc. » C'est que des mots. Et c'est quoi ces mots ? C'est une énergie. Et là, une musique, c'est une énergie. Une huile essentielle, c'est une énergie. Un aliment, c'est une énergie. Une couleur, c'est une énergie. Une énergie. On n'est pas... Si je travaille dans un environnement qui est tout blanc, c'est pas la même chose, et fermé, c'est pas la même chose que si j'ai une grande vue sur la Corse du Sud avec la mer et tout l'environnement vert, etc. Et je vais pas penser de la même chose, je vais pas créer les mêmes mouvements en moi. Tout simplement. Tout est énergie. Tout est énergie. J'écoute une flûte de Pan, ça ne va pas créer le même mouvement énergétique en moi que si j'écoute du Rage Against the Machine, un groupe de rock. Ça ne va pas créer la même chose. Et si j'écoute du Earth, Wind and Fire, je vais avoir un autre mouvement, un balancement, un autre truc qui va se créer. Donc un tempo, une mélodie, une harmonie, une couleur, une odeur, un goût, des mots, tout est énergie. À chaque instant. Et comment on va étudier l'énergie ? C'est par le mouvement que ça crée. Donc, de là, je me suis dit, ok, c'est marrant, tiens, la médecine chinoise, il parle de ça finalement. Parce qu'en fait, on a traduit les 5 éléments de la médecine chinoise. Mais en fait, la médecine chinoise, elle ne parlait pas d'éléments. De toute façon, elle, c'était des dessins. Donc nous, c'est notre traduction. Parce que son langage, c'est des idéogrammes, c'est que des dessins. Notre traduction, ça a été éléments, mais elle, en fait, elle parlait de mouvement. Et je me suis rendu compte qu'elle l'avait étudié, elle s'était rendu compte qu'il y avait plutôt certains mouvements dans certains méridiens, dans certains organes, etc. Et moi, j'ai fait simplement le pont entre tout ça, entre l'aspect émotionnel, l'aspect mental, l'énergie. Et je me suis rendu compte qu'un mouvement en particulier crée un type de pensée en particulier, un type d'émotion en particulier, et inversement. Et donc tout ça, ça a fait la trame de ce que j'enseigne aujourd'hui. Et donc j'en ai fait un test parce que je me suis dit en fait on peut, grâce à un petit test psychologique, pas si petit que ça, il est quand même bien fourni, mais il nous permet d'avoir une lecture avec quelques calculs savants derrière, il nous permet d'avoir une lecture immédiate de notre énergie. Dans quel mouvement en particulier on est, de quel mouvement on est fabriqué même, et puis quel mouvement en particulier on utilise au quotidien, et aujourd'hui. Et on va voir qu'on a des déficits et des excès, et parfois des équilibres, tant mieux, mais qu'en fait ces déficits et ces excès vont créer en nous des réflexes, des symptômes qui soient mentaux, émotionnels, physiques. Et donc, grâce à ce diagnostic, on a une parfaite connaissance de soi-même, les clés pour changer ces mouvements grâce à quelques outils. On a un rapport hyper complet. Et je me suis dit, de là, ensuite, on peut développer cette perception de l'énergie. Alors justement, dans ton école, il y a cette première chose qu'on peut faire de manière tout à fait indépendante, on va dire autonome, c'est ce test, qui nous permet déjà d'avoir une espèce de cartographie énergétique de soi-même. C'est ça. C'est déjà le premier pas. Ensuite, tu proposes des accompagnements pour les professionnels et pour les particuliers. Oui. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche, entre guillemets, avec quelques outils simples qu'on peut déjà utiliser chez soi pour augmenter son énergie, pour se sentir mieux, pour être plus en connexion avec soi-même ? Ouais. Puisqu'on parle des mouvements, on va dire qu'on va rester là-dedans. On va faire des grandes familles, d'accord ? On parle des 5 éléments, donc les 5 mouvements. Moi, je les ai dissociés. Il y a celui yin, celui yang, donc ça fait 10.
dans chaque mouvement, mais bref, si on reste sur les grandes familles, déjà simplement, est-ce qu'au quotidien, par exemple, je me lève le matin, est-ce que je me sens lourd ou est-ce que je me sens léger? Est-ce que j'ai envie de me lever? Est-ce que j'ai un mouvement ascendant? Ou est-ce que, au contraire, je me réveille le matin et je suis lourd et j'arrive pas à me mettre en mouvement ascendant? Ça dit déjà des choses de moi. Quelle est mon énergie? Est-ce que j'ai plutôt une énergie descendante ou ascendante? Et c'est pareil au moment de m'endormir. Est-ce que j'arrive à descendre dans l'endormissement? Ou est-ce que je suis encore l'énergie là-haut et j'arrive pas à m'endormir? D'accord? Est-ce que j'ai des moments de joie? Des moments où je rayonne dans ma journée? Où je m'exprime, où je communique, où je saute de joie comme un enfant? Comme moi j'ai une petite fille de 8 ans, quand elle est en joie, on la voit. Elle saute de joie, elle crie de joie. Et les adultes, ils font plus ça. Regardez une cour de récréation, on devrait vivre comme ça, avec toute cette multitude de mouvements. Et nous, les adultes, on a bloqué tout ça. Est-ce que dans mon quotidien, j'ai plutôt un mouvement descendant de « il faut bien que je fasse ceci, cela », bien travailler, etc. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai des désirs, je me lance dans une activité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. En bref, je vais juste observer si j'ai des mouvements en moi qui sont plus ascendants, plus descendants, plus extériorisants, plus intériorisants. Allez, on va s'arrêter à ces 4-là déjà. Et ça, si je m'aperçois que j'en ai un ou deux en majorité, je vais faire en sorte de créer les autres. Il faut que ce soit équilibré, c'est ça l'idée? Ouais. D'accord, qu'il y ait un peu de tout. Voilà, la santé, elle est dans l'équilibre. D'accord. Il y a des choses qui sont profondément nous, d'accord, et qu'on va jamais changer, qui sont la couleur de notre âme. Et d'ailleurs, dans le diagnostic, on l'a défini. Mais il y a des choses qui sont juste notre culture, nos croyances, nos trucs, etc., nos habitudes en fait. Les habitudes qu'on a prises. Les habitudes suite à un traumatisme, les habitudes suite à une éducation, les habitudes suite à certaines expériences, certaines croyances, etc. On est la somme de nos habitudes. On a juste à décider de « ok, je me rends compte que la somme de mes habitudes, c'est que j'ai toujours tel mouvement, et il suffit que je recrée l'inverse, un autre. » Et moi, par exemple, le premier, j'ai vu dans mon histoire, ce que j'ai cherché à faire, c'était de recréer ce mouvement rayonnant. C'est-à-dire que j'étais enfermé, peureux, triste, donc j'étais comme ça. Et donc j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à aller vers l'extérieur, je ne me sentais pas en confiance et je sentais le monde contre moi. Donc j'étais vraiment comme ça. Et donc j'avais des problèmes de poumons parce que je ne respirais pas, de dos parce que je n'arrivais pas à avoir ce mouvement-là. Tout ça, ça crée directement des symptômes. Et donc, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais tout un aspect de ma vie, ça a été la musique. Et qu'est-ce que j'ai redécouvert dans la musique? Le dépassement de exprimer mes émotions. Donc, ouvrir un peu. M'exprimer sur scène. Faire des concerts. J'ai été directeur d'une école de musique où j'ai créé une nouvelle thérapie, une nouvelle pédagogie de la musique, etc., à 25 ans. Et ça, à chaque fois, ça m'a permis, petit à petit, d'ouvrir ça. Et encore, au début, j'étais pas capable d'aller, danser, m'amuser, être juste heureux d'être moi-même. Parce que tellement j'étais figé. Et petit à petit, quand un jour, on m'a demandé de venir danser, pas danser en boîte de nuit, justement, mais de venir jouer en boîte de nuit, et avec un DJ. Et après, le jour où j'arrive, il me met au milieu sur une scène, au milieu de 800 personnes, et il me dit, tu joueras là. Je dis, c'est-à-dire, je jouerai là. C'est-à-dire que je ne joue pas là, à côté du DJ. Non, là, au milieu, comme ça, les gens, ils votent à fond. Ah, donc tout seul au milieu. Ça, j'avais jamais fait de ma vie encore, et j'avais 30 ans. Et c'était encore une étape de dire, ok, donc en fait, les gens, ils viennent s'amuser. Moi, je suis jamais allé en boîte de nuit, j'ai toujours eu peur de ça, j'aime pas ça. J'ai jamais été tout seul sur scène. Pourtant, j'ai fait de la musique, j'ai augmenté mon énergie. Mais là, tu me demandais tout seul au milieu de 800 personnes. Et je l'ai fait en me disant, ok, je commençais à avoir conscience de beaucoup de choses, donc ok, je vais jouer avec cette énergie. Et j'ai passé un super moment, si bien que le public était à fond, que les gens ils en redemandaient, qu'après on m'a fait jouer plein de fois dans des gros festivals devant plusieurs milliers de personnes. Et pourquoi ça? Après, parce que simplement j'ai eu conscience de ah ouais, en fait je suis en train juste de rayonner, d'apprendre à rayonner, à libérer ça.
Et là, je savais encore pas danser, je n'osais même pas encore danser. Ça a été encore une autre étape de dire, attends, tu sais quoi, maintenant je danse et je m'en fous si je sais danser, je joue avec mon personnage. Et aujourd'hui, je suis capable de danser, je suis capable de m'amuser, mais c'était tout sauf le personnage que j'étais. Ce personnage-là, c'était pas moi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus moi, simplement parce que j'ai rééquilibré. Et mon personnage, il est au service maintenant de mon être. Donc en fait, et c'est tout le sens du développement personnel par rapport à la spiritualité. Le développement personnel, c'est que tu donnes plein de compétences et d'outils et tu libères toutes les croyances de ton personnage. Mais c'est ton personnage. Et puis la spiritualité, c'est l'âme, c'est l'être. Et donc en fait, tout le sens de tout ça, c'est pour le mettre au service de l'être. C'est que le cocher, les chevaux et la calèche se mettent au service de l'âme et l'amènent dans la bonne direction. Tout ça, c'est le cheminement spirituel. C'est la quête de sens de tous. Et donc avec cette énergie-là, tu vois, juste d'avoir changé, j'ai récupéré. Et donc ça va beaucoup plus vite. Parce que tu n'as pas besoin de faire 1000 thérapies, 1000 trucs. Tu te dis, ok, j'ai juste cette énergie-là, je ne sais pas la faire, je vais travailler là-dessus, enlever mes croyances là-dessus, manger, écouter des musiques, respirer des huiles essentielles qui m'aident à cette énergie, d'accord, à faire que mon énergie, parce que c'est pareil avec une huile, d'accord, on a une huile qui va plutôt nous faire sentir j'ai envie de la respirer, ça m'agrandit, puis d'autres qui vont plutôt me resserrer ou m'alourdir. En fait, l'énergie, c'est ça, on le voit à chaque instant. Et c'est un angle mort dans notre société, mais en fait, c'est hyper pragmatique. Il suffit de se réapprivoiser, cette partie-là, cette connexion-là, pour qu'on se ressente très rapidement beaucoup plus complet. On récupère notre totalité, au lieu d'être une partie de ce personnage-là qui se limite. On est le tout. Mais le tout, non pas parce que j'ai baissé le potentiomètre, mais parce que j'ai récupéré toutes les cartes. D'accord ? C'est-à-dire que je ne suis pas plus personne. Et le 1, je suis toujours moi, je suis toujours Fabien. Et je kiffe Fabien, j'aime être Fabien. Mais je suis au service de mon être. Et donc Fabien, il est en pleine santé pour faire ça, parce que je l'honore pour ça. Et voilà. Et tout est beaucoup plus facile, aligné, magique. Alors du coup, si on veut suivre tes enseignements, tes cours, tes conseils, on peut te retrouver sur différents sites internet. Oui. Alors sur mon site fabienmalgrand.com, donc Fabien Malgrand, ça s'écrit comme ça se prononce. Et puis l'écoledelenergie.com, tout attaché avec le L au début, l'écoledelenergie.com. Ça c'est plutôt la partie grand public où vous trouverez le test aussi pour mesurer votre énergie, ça s'appelle l'Energy Profile. Et puis nous avons aussi Unison Academy qui est la formation pro pour les professionnels de l'accompagnement, que ce soit coaching, thérapie, mais aussi management. Il y a beaucoup de gens dans des institutions qui veulent changer des choses et c'est comment on change les choses grâce à l'énergie. C'est les mouvements de la nature, comment les saisons transforment la vie, comment on passe d'un petit ver à une chrysalide et un papillon. Ça, c'est des enchaînements qui sont complètement naturels. En fait, on les enseigne et ça marche partout, pour tout le temps. Que ce soit pour le couple, pour n'importe quelle relation humaine, pour n'importe quelle entreprise, pour ta santé, c'est les mêmes lois. Et parce que c'est les lois de l'énergie qui sont dans tout. Et donc, au lieu d'avoir plein de points de vue, il y a un point de vue qui marche pour tout le temps. Et après, par contre, on peut intégrer plein de techniques. Alors moi, j'ai plein de techniques à offrir. Et en fait, la vie, le monde regorge de milliers de techniques que moi, je ne connais pas. Mais tout le reste, c'est des techniques par rapport à ce socle, en fait, qui est l'énergie. Voilà. Et aussi ta chaîne YouTube. Et ma chaîne YouTube. Sur laquelle il y a beaucoup de conseils, des méditations guidées, au tambour que j'ai testé qui sont géniales. Et donc, je vous conseille d'aller voir. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi.